Bonjour à tous, il est 11 h, donc nous allons pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être connectés pour ce 4e webinaire de notre série sur les audits environnementaux. Donc, le dernier chapitre, c'est au sujet des initiatives et des standards autour de l'évaluation environnementale. Donc, à nouveau, une présentation d'à peu près 40-45 minutes avec quelques enquêtes pendant la présentation. Donc, vous aurez une fenêtre qui s'ouvre, vous pourrez répondre aux questions et c'est anonyme, donc nous ne voyons pas qui répond quoi. On aura aussi un petit peu de temps pour les questions-réponses à la fin de ce webinaire. Et comme tous les autres webinaires, il est enregistré et il est disponible sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui se connectent pour la première fois à l'un des webinaires de cette série, je m'appelle Francesca Giometti et je suis référente sur les questions environnementales et responsable des formations pour la société Eurofins AQM. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Donc, il y a énormément d'initiatives, de labels, de certifications qui tournent autour des problématiques environnementales. Donc, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver et ce n'est pas non plus possible de rentrer dans le détail de toutes ces démarches, de toutes ces certifications. Mais moi, ce que je vous propose, c'est quand même d'en sélectionner certaines dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de commencer par la seule norme ISO qui existe pour les usines, sur la partie management environnemental, qui est l'ISO 14001. Donc ça, c'est pas du tout que spécifique aux usines, c'est pas ce que je voulais dire. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de normes ISO pour l'environnement, si vous voulez recommander une certaine norme à vos usines, c'est la norme ISO 14001. Donc ça, c'est dans la catégorie normes internationales. Après, on va pouvoir se pencher sur des standards d'audit, des démarches d'audit environnementaux telles que la solution Amfori BEPI, donc j'expliquerai évidemment les acronymes, et le HIG Index qui est renommé en fait HIG FIM 3.0, mais c'est le HIG Index que vous connaissez. Alors, il y en a bien entendu d'autres, mais je vais faire un petit focus sur ces deux-là et puis je vais vous expliquer surtout comment on évalue qu'un standard est adapté à nos besoins. C'est ça aussi qui est intéressant en fait, c'est de se poser ces questions-là. Dans une autre catégorie, j'ai mis ce que j'appelle les initiatives industrielles et des organisations en lien avec l'environnement qui sont très intéressantes. Alors vous voyez, je les ai mis à part de la catégorie des assessment tools, donc des outils d'évaluation, puisque ZDHC et IPE, à nouveau j'expliquerai bien entendu quels sont ces acronymes, mais en tout cas ce sont deux initiatives qui traitent de sujets liés à l'environnement, mais qui ne sont pas des standards d'audit, pour bien clarifier les choses. Et enfin, j'aurai quand même une dernière petite partie pour vous montrer quelques standards et certifications qui sont aussi connus et pour clarifier qu'il faut bien comprendre quel est le périmètre de chacun. Alors, l'ISO 14001, j'avais commencé à en parler pendant le premier webinaire. Ce que je vous propose, c'est de répondre à deux questions. Donc, je vais vous envoyer, vous allez voir apparaître une fenêtre avec deux questions. Ça, c'est juste, rappelez-vous que c'est anonyme, c'est juste pour savoir un petit peu où vous en êtes dans votre connaissance de l'ISO 14001. Donc, la première question que je traduis en français, l'ISO 14001 garantit que l'usine est à 100% en conformité avec la loi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou vous ne savez pas? Deuxième question, le fait de vouloir obtenir la certification ISO 14001 demande beaucoup de travail administratif. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, que c'est faux, ou est-ce que vous ne savez pas? Voilà, donc prenez le temps de voter. Moi, je vois la progression. Donc, on a 50% des personnes qui ont voté. Donc, je laisse encore un petit peu de temps à ceux qui n'ont pas encore voté d'indiquer leur réponse.
Ok, 70% des gens ont voté. Ok, je vais attendre encore un petit peu. Bon, ok. Alors, il y en a qui ont retiré leur vote. Je ne savais pas que c'était possible. Ok, bon, on va s'arrêter là. De toute façon, je pense qu'on a... c'est assez intéressant. Alors, je partage les résultats. Est-ce que juste quelqu'un peut me dire sur le question and answer si vous voyez bien apparaître les résultats? Parce que je sais qu'on avait eu des problèmes. Donc, voilà, c'est très gentil. Quelqu'un m'a répondu pour me dire que c'était OK. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Autant à la deuxième question, vous êtes une majorité à être convaincu par la réponse enfin, vraie. Autant sur la première question, c'est intéressant parce que les avis sont vraiment partagés. Alors effectivement, je pense que c'est très révélateur d'avoir répondu à la fois vrai et faux. En fait, dans la théorie, d'après l'ISO 14001, une usine doit avoir identifié les points réglementaires auxquels elle doit se conformer et évidemment, elle est censée se mettre en conformité avec ces points-là. Donc, dans la théorie, c'est effectivement quelque chose que demande l'ISO 14001, mais rappelez-vous, je l'avais dit lors du premier webinaire, l'ISO 14001, ce n'est pas une garantie de résultat, c'est une garantie de méthodologie. C'est-à-dire qu'une usine certifiée ISO 14001, ici, à nouveau, elle a obtenu la certification comment dire, sans qu'il y ait de corruption. Alors, si elle l'a bien obtenue en ayant vraiment respecté les critères, ça veut dire qu'elle a mis en place un système de veille réglementaire, qu'elle connaît toutes les lois qui sont applicables à l'usine et qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour être en conformité. Voilà, ça, c'est les moyens, c'est la méthodologie. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est en conformité avec 100% des points réglementaires. Donc, la bonne réponse à la question 1, c'est faux. Voilà, ça c'est important. Et d'ailleurs, bon, c'est l'exemple de l'ISO 14001, mais ça marche pour toutes les certifications. Faites quand même toujours très attention. La certification ne peut pas vous protéger, disons, à 100% de tous les risques. Alors, deuxième question. Effectivement, là, vous êtes une majorité à être d'accord sur ce point-là. La mise en place de l'ISO 14001, ça demande quand même une certaine charge de travail administratif. C'est vrai. Et on va voir pourquoi. OK. Donc, je ferme les résultats et nous passons à la suite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ISO 14001? L'ISO 14001, c'est une norme internationale pour le système de management environnemental. Donc, comme je l'ai dit, elle va guider l'usine dans la bonne méthodologie, le cadre, l'organisation qu'il faut prévoir pour travailler sur les sujets environnementaux. Donc, là, je vous ai listé les chapitres de l'ISO 14001. Donc, on a une première partie qui est évidemment sur l'identification des points réglementaires, mais aussi l'identification des attentes des parties prenantes. C'est ce qu'on appelle le contexte de l'organisation. Après, il y a un autre chapitre très important qui est le leadership. C'est-à-dire que l'ISO 14001 s'attache à vérifier que le top management est impliqué dans les décisions, dans les politiques environnementales. Après, on a une partie sur le plan d'action, le planning, comment l'usine s'organise pour définir des objectifs et les atteindre. En termes de ressources, qu'est-ce qu'elle met à disposition comme ressources pour pouvoir travailler sur les sujets environnementaux? Comment elle compte communiquer en interne et en externe? En termes d'opération, qu'est-ce que l'usine va pouvoir mettre en place comme moyen de contrôler ces risques environnementaux? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place aussi comme réponse en cas d'urgence? Ça fait aussi partie de l'ISO 14001. Et ensuite, on a une partie qui est vraiment sur l'auto-évaluation. C'est à l'usine de faire son self-assessment et c'est aussi à elle de définir des indicateurs pour une amélioration continue. Donc, alors, ça, ce sont les chapitres. Maintenant, ça se traduit concrètement en surtout une liste importante de documentation, donc de procédures, de politiques, de définir des responsabilités, d'avoir un plan d'action avec des ressources, d'avoir des comités qui impliquent le top management régulièrement pour revoir les objectifs,
Voilà, donc c'est pas non plus que de la paperasse, hein, pas du tout, mais il y a quand même une grosse partie qui est effectivement documentaire. Ceci dit, quand on dit que c'est aussi une démarche qui est un peu lourde administrativement, c'est pas que parce qu'il faut avoir ces documents, mais c'est parce qu'il faut les mettre à jour, parce qu'il faut avoir des meetings réguliers pour voir où on en est dans la stratégie, et parce qu'il faut évidemment travailler sur tous les axes qui sont dans cette slide. Donc voilà, on se rend compte que c'est quand même assez engageant. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un très très bon système, très robuste et très complet. Alors justement, je vous ai listé un petit peu les pour et les contre de l'ISO 14001. Alors, dans les pour, c'est un standard qui est très connu et qui est international. C'est voilà, un cadre qui va vraiment quand même aider l'usine à être bien organisée pour travailler sur les thématiques environnementales. Donc c'est quand même, voilà, ça offre les outils pour être voilà, à même de bien gérer ces problématiques environnementales. Donc c'est vraiment un plus en termes d'organisation. Ce que j'aime beaucoup dans l'ISO 14001, c'est voilà, l'importance du top management. Et ça, peut-être que parfois, ça manque dans certains standards d'audit environnementaux. Et ça, moi, je vous invite à vraiment voilà, vous renseigner. Quand vous voulez commencer des audits environnementaux, vous devez demander dans quelle mesure l'audit interroge l'engagement du top management de l'usine. C'est indispensable. Si le gérant de l'usine n'est pas convaincu par les sujets et ne prouve pas qu'il s'intéresse à la politique environnementale, aux actions qui doivent être entreprises, ça risque d'être difficile de voir des améliorations dans l'usine. Donc le commitment du top management, son engagement est extrêmement important et c'est vrai que l'ISO 14001, elle mérite de bien mettre ça en avant. Alors, après, voilà, on est aussi sur la garantie, grâce à l'ISO 14001, que l'usine ait effectivement bien mis en place un certain nombre de procédures, de politiques et de plans d'action. Le problème, c'est que, effectivement, c'est beaucoup de travail. Et moi, surtout, je dirais, c'est beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour pouvoir gérer tout le système de management ISO 14001, il faut idéalement avoir quelqu'un qui soit désigné pour travailler là-dessus. Pour la coordination. Donc, c'est vrai qu'on l'avait dit dans l'audit environnemental, c'est important qu'il y ait une personne désignée pour être responsable des sujets environnementaux. Mais là, dans le cas de l'ISO 14001, ça demande encore plus de temps, ça demande encore plus de travail. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, il faut être sûr que l'usine soit en mesure d'avoir une personne qui prenne en charge ce sujet avec voilà, vraiment une grosse… Alors, je ne sais pas si ça doit être 100% de son temps, mais en tout cas, ça doit être une grosse partie de son temps dédiée à l'ISO 14001. Et ça, voilà, toutes les usines ne sont pas en mesure de le faire. Donc, moi, j'ai vu des usines, par exemple, qui me disaient « Oui, oui, on est certifié ISO 14001. Voilà, ça, ce sont nos procédures. » Mais dans les faits, voilà, je voyais bien qu'il n'y avait pas une personne qui était réellement en train de faire le suivi. Et ça, bon, bah, tout de suite, ça décrédibilise cette certification de l'ISO 14001. Bon, après, il y a aussi le fait que, donc c'est un peu ce que je dis, hein, mais une usine qui part aussi de zéro, enfin une usine dont vous savez qu'elle est au début de sa démarche, c'est difficile pour elle de tout de suite se mettre à l'ISO 14001. Il ne faut pas aller trop vite. L'ISO 14001, je dirais que c'est une certification qui est très intéressante pour une usine qui est déjà assez mature sur le sujet et qui peut effectivement avoir voilà, la maturité pour se mettre à l'ISO 14001. Mais si c'est une usine qui débute sur les sujets, je pense que c'est trop ambitieux qu'elle se lance dans l'ISO 14001. Voilà, et puis finalement, donc j'insiste un petit peu là-dessus, même si c'est un peu, voilà, c'est délicat comme sujet, mais c'est une réalité. Il faut faire attention, en fait, à juste s'appuyer sur une certification dans un pays où on sait qu'il y a aussi un certain risque en termes de corruption. Voilà, ça ne veut pas dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance voilà, à une usine qui vous dit qu'elle a la certification ISO 14001, mais il faut un petit peu creuser. Et ça va être assez
facile et rapide de comprendre si l'usine est sérieuse ou pas sur le sujet. Comme je vous disais, si vous allez en usine et qu'elle vous dit qu'elle est certifiée ISO 14001 et qu'elle vous montre tout un paquet de procédures, mais que rien n'a été personnalisé parce qu'elles ont trouvé des templates, des formats sur Internet déjà tout faits. S'il n'y a pas quelqu'un qui est officiellement désigné, s'il y a des objectifs mais qu'il n'y a pas de plan d'action, voilà, s'il manque tout ça, c'est pas crédible. Voilà, c'est qu'il y a un petit problème en termes de l'obtention de certification. Mais bon, ça reste une certification très intéressante. Ce que je peux dire, c'est voilà, faites toujours attention à bien mener une petite enquête qui va vous permettre de rapidement voir si c'est fiable ou pas. Ok, maintenant on va passer au standard d'audit et nouvelle petite enquête. Alors, deuxième enquête sur ce que vous connaissez actuellement de ces deux outils. Alors, je traduis les questions. Donc, la solution que propose Amfori, qui s'appelle BP, qui est donc, on va dire, un audit environnemental, comme leur initiative sociale que vous connaissez sans doute, le BSCI. Bref, c'est un standard d'audit environnemental d'Amfori. Et il y en a un autre qui s'appelle le Higg Index, qui a été créé par la Sustainable Apparel Coalition. Est-ce que, voilà, ces deux outils, est-ce que vous savez si les deux proposent, par exemple, des solutions d'auto-évaluation? Bon, voilà. Est-ce que vous savez ou pas? Et ensuite, deuxième question. Selon vous, si vous connaissez un peu ces initiatives, ce qui est intéressant, c'est de savoir si, d'après vous, les usines sont plutôt à l'aise et plutôt informées et au courant de ce qu'est BP ou de ce qu'est le Higg, ou les deux, ou je ne sais pas, ou alors plutôt d'autres standards d'audit. Alors, je laisse encore une petite minute pour répondre. Ok, il y a 80% des gens qui ont voté. Est-ce qu'il y en a encore qui veulent voter? Donc, on va fermer le vote. Bon, on va fermer le vote et on va afficher les résultats. Alors, voici les résultats. Donc, sur la première question, vous êtes plutôt nombreux à avoir répondu que vous ne savez pas. Et sur la deuxième question, c'est aussi intéressant, c'est pas facile de répondre à cette question, effectivement, surtout quand on connaît moins bien ces initiatives. Donc, je vais commenter la réponse à la première question. Donc, ces deux outils, il y a quand même quelques personnes qui ont répondu qu'effectivement, les deux proposaient des solutions d'auto-évaluation. Entre autres, ça ne veut pas dire qu'elles ne proposent que ça, mais effectivement, elles proposent de l'auto-évaluation. Donc, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai était la bonne réponse. Mais vous êtes une majorité à ne pas connaître ces initiatives, donc ça tombe bien, on va les décrire très rapidement. Alors, je passe quand même à la deuxième question. Vous êtes une majorité à ne pas savoir, en fait, si les usines sont à l'aise ou pas avec ces standards. Effectivement, moi, je pense qu'on ne peut pas répondre. Il n'y a pas aujourd'hui un standard qui est vraiment le plus connu et qui a été adopté par l'industrie. C'est pas comme ça que ça se passe pour l'environnement. Peut-être que ça viendra dans les années qui viennent, mais aujourd'hui, il n'y a pas un standard qui s'impose. Alors, le Higg et BPI, je vais vous expliquer aussi un peu quelles sont les enseignes qui utilisent ces outils. Et du coup, voilà, par exemple, forcément, si je vous dis que H&M utilise entre autres le Higg dans ses démarches de suivi environnemental des usines, bon, bah, les usines qui travaillent avec H&M connaissent cet outil. Donc voilà, on va en reparler, mais merci d'avoir participé. Ok, donc je ferme cette fenêtre. Alors, le Higg FIEM. Donc FIEM, ça veut dire Facility Environmental Module. Et avant, ça s'appelait, et c'était ça le logo qui était connu, ça s'appelait le Higg Index. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, ça a été créé par une initiative qui s'appelle Sustainable Apparel Coalition.
Donc ça, c'est une initiative américaine, donc effectivement plutôt connue aux États-Unis et par des marques du nord de l'Europe. Par exemple, en France, c'est vrai que ce n'est pas très connu. Donc, ils ont créé 3 outils. D'ailleurs, alors, juste pour info, ils ont aussi un assessment pour le social. Hein, et c'est donc spécifique à l'industrie textile. Alors, sur la partie environnementale, il y a 3 outils. L'un pour la société, donc on va dire la marque hein, ou le distributeur. L'une pour l'usine et un outil pour le produit. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil pour l'usine. L'outil pour l'usine s'appelle HIG, F-I-E-M. Donc, c'est un outil qui, à la base, était uniquement un outil d'auto-évaluation. C'est-à-dire que c'était un questionnaire sous format, on va dire, Excel, qui couvre les mêmes chapitres que j'ai présentés dans mon premier webinaire. Donc, pour rappel, système de management environnemental, les eaux, l'énergie, les déchets, les produits chimiques, les eaux usées. Bon, voilà, en gros, ça couvre ces sujets-là habituels. Et c'est un questionnaire que l'usine remplit. Et ce questionnaire rempli est accessible sur la plateforme de HIG, la plateforme de SAC. Donc, elle est accessible. Il y a une plateforme SAC qui est accessible à tous les membres. Donc, ils peuvent voir ce qui a été remonté par les usines. Et donc récemment, ils ont décidé de proposer des vérifications. C'est-à-dire qu'au début, pendant longtemps, hein, c'était uniquement de l'auto-évaluation. Et plus tard est venue l'idée d'aller vérifier les données qui étaient remontées dans ce questionnaire d'auto-évaluation. Alors c'est intéressant, vous voyez, parce qu'ils n'utilisent pas le terme audit. Ils disent verification. Ça, c'est intéressant et c'est quelque chose qu'on observe au sein de différentes initiatives pour l'évaluation environnementale. Et c'est un petit peu en réaction peut-être à des critiques qui ont été émises sur l'audit social. Bon, il y a eu des critiques comme quoi, voilà, est-ce que l'audit, c'est forcément la solution pour faire avancer l'usine? Est-ce que l'audit a vraiment fait ses preuves? Voilà, il y a eu beaucoup de questionnements et du coup, c'est assez intéressant de voir que ce mot audit, il a un peu disparu chez certaines initiatives comme voilà, celle-ci et comme celle que je vais présenter juste après. Donc, on utilise différents termes, mais bon, ça revient quand même un peu au même. Hein. Mais quand même, dans l'idée, c'est intéressant parce qu'on ne va pas tout de suite vers l'audit. Par exemple, là, on dit, bah oui, on commence par dire à l'usine de s'auto-évaluer. Donc, on essaye un peu en fait de responsabiliser l'usine et de créer peut-être un climat plus de confiance. Alors, comme je disais, c'est une initiative qui est plutôt connue par les marques américaines, qui est donc moins connue dans le centre Europe et Sud Europe. Ceci dit, elle est quand même assez connue par les usines. Et voilà, un autre intérêt, c'est qu'il y a une plateforme pour les membres pour voir les données qui sont remontées. Donc, ils insistent beaucoup là-dessus, sur la remontée de données. Par exemple, remonter des indicateurs sur l'eau, l'énergie et autres indicateurs. Alors, ils sont alignés avec, et j'en parlerai tout à l'heure, hein, les exigences de l'organisation ZDHC, Zero Discharge of Hazardous Chemicals. C'est-à-dire que le chapitre sur le chemical management, donc la gestion des produits chimiques dans le questionnaire du HIG, est aligné avec ce que préconise cette organisation pour les produits chimiques. Donc ça, c'est très bien. Et ils ont aussi une offre de formation. Alors, ce sont des formations en présentiel et ce sont des formations qui sont souvent organisées dans les pays de production pour les usines. Donc voilà, ils font des formations pour présenter leurs outils et aider à la compréhension des outils. Ok, je passe au suivant. Si vous avez des questions, vous me les poserez tout à l'heure. Hein, vous pouvez les noter dans Q&A. Alors, BP d'Amphory. Donc, alors peut-être que vous connaissez quand même Amphory. En fait, avant, ça s'appelait FTA. Ouais, je l'ai écrit ici. Donc, FTA, c'est Foreign Trade Association, qui a été renommé Amphory en 2018. Donc, ce qui est très, très connu chez Amphory, c'est l'audit social BSCI.
Mais depuis plusieurs années, Amfori a aussi proposé une solution sur l'environnement. Et vous voyez, il l'appelle Business Environmental Performance Initiative. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un ensemble de solutions. Donc, ils ne veulent pas à nouveau être associés à l'audit. Donc, ils ne disent pas, voilà, on a créé un audit environnemental. Non, ils ne disent pas ça. Ils disent qu'ils ont créé une démarche. Et cette démarche, elle implique différentes étapes. À nouveau, on retrouve l'auto-évaluation. On a ensuite différentes possibilités. Donc, en fait, ce que fait Amfori, c'est de dire à ses membres, vous pouvez rejoindre l'initiative B et PI et vous aurez accès à différentes choses. Vous pourrez faire le self-assessment, mais vous pourrez aussi voilà, faire des audits, ce qui revient à un audit environnemental, aller vérifier l'exactitude des informations qui ont été remontées dans le questionnaire d'auto-évaluation, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez aussi vous dire, bah, moi, je n'ai pas envie de faire d'audit, par contre, je pense que ça pourrait être intéressant de faire du suivi du capacity building, hein, du support, de l'accompagnement pour mon usine sur site. Donc, par exemple, vous choisissez une usine sur la base du self-assessment et vous dites, ben là, je vais faire venir un consultant qui va pouvoir aider l'usine à s'améliorer. Donc ça, voilà, c'est une autre intervention qui est possible grâce à l'intermédiaire de BP. C'est-à-dire que BP met en contact ses membres avec les consultants qui peuvent faire ce service de soutien sur site. Donc, il faut payer pour ce service supplémentaire aux consultants. Il y a aussi un autre service qui fait partie de BP, c'est une sorte de package sur le sujet de la gestion des produits chimiques. Ils peuvent proposer voilà, directement un audit dédié produits chimiques avec une partie test sur les eaux usées et les boues usées. Et enfin, BEPI propose aussi du capacity building, des formations. Donc, ils ont à la fois des formations en ligne et des formations en présentiel. Alors, les formations, il me semble, sont gratuites. Alors après, voilà, moi, je vous présente brièvement l'initiative. Il faudra évidemment poser vos questions très précises directement à BP pour avoir les meilleures réponses. Mais en tout cas, leur idée, c'est de voilà, proposer différents outils, pas uniquement l'audit, mais de dire on peut aussi faire des choses différentes avec ces usines. Et un peu comme le SAC qu'on a vu précédemment, il y a une plateforme pour le suivi des pratiques hein, des fournisseurs. Par exemple, est-ce que le fournisseur a rempli ou pas son self-assessment? Est-ce qu'il a été audité? Est-ce qu'il a fait le Chemical Management Audit? Voilà, toutes ces informations sont accessibles dans un fichier de suivi disponible sur une plateforme en ligne. Voilà, donc souvent, c'est ça un peu la force hein, de ces initiatives qui sont plus grosses, hein, je dirais, plus, qui s'appuient sur vraiment un grand nombre de membres. Elles vont vous donner accès à des plateformes pour voir les résultats. Donc moi, je pense qu'effectivement, elles vous apportent des outils qui sont intéressants en termes de suivi. Voilà, c'est vrai que c'est très bien fait en termes de reporting, en termes de avoir les informations sur vos fournisseurs, remonter des données. Après, voilà, il faut toujours être très attentif à la qualité, évidemment, des questionnaires et à la qualité du travail des auditeurs qui sont envoyés sur le terrain pour vérifier les informations. Alors, juste un point supplémentaire sur BEPI. Ils ont aussi un partenariat avec une société qui s'appelle MyClimate et qui permet de calculer l'empreinte carbone de l'usine, mais attention, hein, sur la base des données collectées dans le self-assessment. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est quelles questions vous devez vous poser. Alors, juste avant de dire ça, de passer à cette étape-là, je voulais dire qu'on a parlé de deux initiatives que vous avez sans doute vues ou que vous en avez peut-être entendu parler. Après, il y a évidemment les solutions d'audit hein, que proposent les sociétés d'audit. Donc, celles qui, en général, vous proposent des audits sociaux sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à vous proposer aussi des solutions d'audit environnemental.
Donc, par exemple, nous, on propose aussi un audit environnemental. Alors, moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est les questions qu'il faut se poser. Par exemple, effectivement, c'est vrai que ça peut être un critère, donc c'est à vous de décider quels sont vos critères, mais ici, je vous en propose certains. Voilà, évaluer à quel point le standard que vous voulez utiliser est connu ou reconnu, je dirais. Ça, c'est vrai que c'est important parce que, on l'a vu, hein, les usines ont tendance à être un peu submergées par les audits. Pour elles, un standard qui évoque quelque chose parce que d'autres clients ont pu faire appel à ce standard, c'est vrai que c'est un plus. Ou alors, ce qui est important, c'est peut-être de vérifier quand vous choisissez votre standard qu'il est aligné en fait avec les standards qui sont connus. Et c'est souvent le cas. Alors, moi, j'insiste encore plus sur la partie qualité hein, du questionnaire d'audit. Hein. Je pense que ce qui est très important, c'est de voir si le questionnaire d'audit va dans le détail et en tout cas analyse les points critiques que j'ai pu évoquer dans les webinaires précédents. Donc, la gestion des produits chimiques, les eaux usées. Voilà, ça par exemple, ce sont deux sujets extrêmement importants. Donc, il faut sans hésiter interroger le standard, la société, sur comment elle analyse ces thématiques-là, jusqu'où elle va dans le détail. Ça, c'est très important. Et vous verrez d'ailleurs que pour certaines certifications, par exemple sur la partie eau usée, ça va rester très documentaire. C'est-à-dire, est-ce que l'usine a une station d'épuration, oui ou non? Est-ce que l'usine a les rapports des tests de la qualité de l'eau à la sortie de la station d'épuration? Voilà, ça pourrait s'arrêter là. Attention, ce n'est pas suffisant si vous voulez vraiment aller dans le détail et bien analyser les risques. Je l'avais expliqué dans un webinaire précédent, mais l'auditeur doit faire un travail sur le terrain de site observations qui est essentiel. Donc ça, il faut interroger. Et d'ailleurs, ça rejoint la question du critère alors on peut les appeler auditeurs ou verifiers, bref, ils peuvent les appeler différemment, mais ça revient au même, les auditeurs. Comment ils évaluent que les auditeurs sont aptes à faire l'audit? Comment sont évaluées les compétences des auditeurs? Est-ce qu'il y a une formation des auditeurs? Quel est le cahier de charge pour qualifier un auditeur? Tout ça, c'est des questions extrêmement importantes. Alors, autre question qui est intéressante, c'est sur les plans d'action corrective. N'hésitez pas à demander à voir un exemple de plan d'action corrective. Vous pouvez le faire et moi, je pense que c'est très révélateur parce que vous verrez la qualité des recommandations qui sont faites dans le plan d'action corrective. Si c'est pour faire juste dire l'usine doit mettre en place telle procédure, point, ça risque d'être difficile pour l'usine de s'améliorer. Donc, il faut juste, alors je ne dis pas qu'il faut que ça se transforme en conseil, à nouveau, attention, mais je dis quand même que l'auditeur a un rôle aussi d'explication, surtout sur des thématiques qui sont nouvelles. Voilà, après, pour vous, ça peut être un critère de vous dire que justement, vous avez accès à une plateforme pour le suivi de vos usines. Pour vous, ça peut être important. Si vous avez beaucoup d'usines à auditer. Après, sur le plan environnemental, il faut déjà réussir à repérer ces usines de wet process. Donc, en général, on n'est pas non plus sur les mêmes volumes d'usines que pour l'audit social, mais c'est vrai que c'est aussi un critère qui peut vous intéresser. Vous pouvez aussi vous dire, voilà, est-ce que je vais avoir suffisamment d'aide pour analyser les résultats d'audit? Quel accompagnement j'ai derrière mon audit environnemental? Donc, ça, c'est un autre point qui peut être intéressant. Voilà, donc j'avance sur les organisations et le soutien qu'elles peuvent apporter. Alors, petit surveil. Hop, hop, hop. Je lance. Alors, première question. Est-ce que donc l'organisation ZDHC, Zero Discharge of Hazardous Chemical, propose un protocole d'audit? Oui ou non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de IPE, Institute of Public and Environmental Affairs? Alors, pour la question 1, j'espère que vous m'avez bien écouté, parce que j'ai déjà donné la réponse. Mais bon,
C'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses. Ok. Alors, on a 80% des gens qui ont voté. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre? On va pouvoir y aller. Alors, première question. Vous êtes nombreux à avoir répondu « je ne sais pas ». Et ensuite, il y en a quand même… Ah pardon, je partage les résultats. Voilà. Donc là, vous voyez les résultats. Alors, sur la première question, je l'ai indiqué, mais bon, ça s'est peut-être noyé dans un flot d'informations. Le ZDHC, c'est une initiative qui propose des solutions autour donc, de ce sujet des produits chimiques, mais ce n'est pas un protocole d'audit. Alors, il propose des bonnes pratiques sur la gestion des produits chimiques, mais il n'y a pas d'audit ZDHC. Après, vous allez peut-être avoir des sociétés qui vont vous dire « moi, je fais un audit qui est aligné avec ZDHC, je fais un audit au cours duquel je vais aussi vérifier comment l'usine se met en conformité avec la liste de substances interdites de ZDHC. » Donc, c'est vrai que des audits font référence à ZDHC, mais l'initiative en elle-même n'a pas un audit, on va dire, à son nom. Deuxième question, d'accord, vous êtes une très grosse majorité à ne pas savoir ce qu'est IPE et donc je vais vous expliquer ce que c'est. Ok, je vais fermer les résultats. Hop. Alors, ZDHC a été renommé récemment Roadmap to Zero. Mais évidemment, c'est la même chose. Alors, c'est une initiative qui a été créée par des marques en 2011 en réponse à une campagne de Greenpeace sur les rejets de produits chimiques dans l'environnement par l'industrie textile. Donc ça, j'en ai parlé aussi dans un webinaire précédent. On a des produits chimiques utilisés dans le textile qui sont extrêmement préoccupants, à la fois pour la santé des travailleurs, mais aussi pour l'environnement. Donc, étant donné cette situation, il était important de mettre en place une démarche pour aider l'industrie à mettre en place des bonnes pratiques pour, au fur et à mesure, se débarrasser des produits les plus dangereux dans la production. Donc, le but de cette initiative, c'est d'apporter du soutien à l'industrie du textile et de la chaussure pour progressivement éliminer les produits chimiques dangereux de la production. Ça, c'est très important, hein. On parle de ce qui se passe au niveau de la production. Aujourd'hui, beaucoup d'usines doivent respecter des listes de substances qui sont interdites dans le produit fini. Ici, on est en amont. On veut que le produit chimique ne rentre même pas dans l'usine. Parce qu'il pourrait rentrer dans l'usine et effectivement, il ne pourrait pas y avoir de résidus dans le produit fini, mais du coup, ce produit est quand même utilisé dans le process et se retrouve dans les eaux usées et potentiellement dans l'environnement. Donc, l'idée de ZDHC, c'est vraiment de s'attaquer à la source du problème et c'est de dire les produits chimiques dangereux ne doivent pas rentrer dans l'usine. Alors, ZDHC fait quoi? C'est une collaboration avec les marques, les enseignes, avec aussi les fournisseurs de produits chimiques, avec les usines, avec ceux qui… voilà, à tous les niveaux dans cette industrie, ZDHC essaye d'impliquer tous les acteurs, on va dire, pour travailler sur ce sujet. C'est ça qui est très intéressant. Alors, ils ont publié en 2014 leur première MRSL, Manufacturing Restricted Substance List. Donc, c'est cette fameuse liste de substances qui ne doivent pas se retrouver dans la production. Donc, c'est ZDHC et son comité. Alors, ils ont un comité scientifique. Bref, ils font appel à des experts, évidemment, pour définir cette liste. Et ensuite, ils proposent des outils pour aider à ce que les usines respectent cette liste. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent comme outil? Alors, déjà, il faut savoir qu'ils viennent de publier une mise à jour de leur MRSL. Donc, voilà, il y a une version 2.0 qui est maintenant disponible. Donc, si vous devez vous intéresser à ça, regardez bien que vous utilisez la dernière version à jour. Cette liste, elle est en accès public. Vous pouvez aller sur le site et vous pouvez avoir accès à cette liste. D'ailleurs, c'est assez bien fait parce que vous avez un moteur de recherche
Donc, vous pouvez indiquer le nom de la substance ou vous pouvez indiquer le chiffre case number d'identité d'un produit chimique et donc vous pouvez vérifier si ce produit est dans la liste ou pas. Bon, je pourrais peut-être leur expliquer par la suite s'il y a des questions, mais il y a un système effectivement pour identifier rapidement si un produit fait partie de cette liste ou pas. En tout cas, c'est open source, c'est accessible sur le site de ZDHC, donc vous pouvez avoir accès à cette liste. Alors, ils ont proposé aussi de nombreux guidelines sur comment mettre en place la conformité avec cette MRSL. Donc, ils ont de la documentation, des procédures qui, à nouveau, sont en libre accès, donc absolument pas réservées aux membres, c'est pour tout le monde. Ce qui est réservé aux membres, c'est ce Gateway Chemical Module. Pour faire simple, c'est un outil en ligne. Donc, à nouveau, imaginez une plateforme en ligne qui va permettre de trouver des alternatives aux produits chimiques dangereux. Donc ça, c'est très utile pour les usines. Cette plateforme, elle les aide à trouver des alternatives. Elle les aide aussi à analyser, par exemple, leur inventaire de produits chimiques. Donc une usine, elle peut uploader, charger son inventaire de produits chimiques sur la plateforme et elle aura des commentaires sur les produits pour savoir s'ils sont acceptés ou pas. Après, ZDHC travaille aussi, a aussi défini un standard pour la qualité des eaux usées à la sortie des stations d'épuration. Pourquoi un standard ZDHC? Alors, il y a évidemment des standards dans chaque pays, mais ces standards ne sont pas toujours cohérents, ne sont pas toujours, comment dire, il peut y avoir des différences dans le sens qu'il y a un paramètre qui va être dans le standard de la Chine, qui ne va pas être dans celui d'un autre pays. Bref, l'idée, c'était d'uniformiser tout ça et d'avoir un standard pour l'industrie textile. Voilà, donc il propose différents outils et rappelez-vous, ce n'est pas un audit, c'est une liste de substances interdites et des guidelines pour aider à mettre en application cette liste de substances interdites. Alors, je regarde juste l'heure qu'il est. Pardon. Hop, ok. Alors, on a presque fini. Donc, sur cette partie, voilà. Alors, je voulais vous présenter cette initiative qui est chinoise. Alors, en fait, IPE, donc c'est sans doute connu par des retailers ou des enseignes qui sont présentes, qui ont beaucoup de fournisseurs en Chine, des gros volumes. Ces organisations-là connaissent certainement IPE. Donc, c'est une organisation à but non lucratif chinoise qui existe depuis 2006. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas du tout spécifique à l'industrie textile, mais elle s'intéresse à tous les secteurs industriels. Et son but, c'est de mettre en ligne ce qu'ils appellent une Pollution Map Database. En fait, c'est une carte de la Chine qui permet de voir toutes les informations qui sont fournis par le gouvernement sur la conformité avec les lois environnementales en Chine pour les sites de production. Alors, j'essaye de faire plus simple. Imaginez une carte de la Chine pour chaque site de production, enfin, en tout cas tous ceux qui ont été contrôlés par le gouvernement. Après, il y a aussi la possibilité pour un site de production de déclarer directement où il en est dans sa conformité avec la loi environnementale. Mais sinon, voilà, on va dire que c'est tous les sites de production où le gouvernement a fait un point sur la conformité avec les points réglementaires. Les données que le gouvernement a sur ce site de production sont rendues publiques sur cette carte. Donc, c'est assez intéressant si vous avez une grosse production sur la Chine. Je vous invite à aller visiter le site de IPE et à regarder leur carte qui va permettre d'identifier par exemple des violations sur les sujets pollution de l'air, eau, sol et carbone, impact carbone. Qu'est-ce que fait d'autre IPE? Ce qui intéresse IPE, c'est de faire le lien entre les multinationales et les performances environnementales des usines. Pourquoi? Pour effectivement pousser les multinationales à prendre leurs responsabilités et à choisir des usines qui soient moins polluantes. Donc, ils font effectivement ce qu'ils appellent un classement des plus grandes entreprises qui sont reliées à ces usines en Chine et ils les classent pour dire, par exemple, telle entreprise
est reliée à autant d'usines qui polluent, donc elle est voilà, très mal placée dans le classement. Bon, l'idée, c'est tout simplement de faire prendre conscience de la pollution générée par les usines et de rendre publiques ces données sur la pollution. Donc, c'est une démarche qui est intéressante. Ici, vous voyez par exemple un exemple, mais je vous invite à aller sur le site, où vous pouvez voir la carte de la Chine, vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer, vous pouvez cliquer sur un site de production et vous pouvez avoir des informations sur voilà, différents indicateurs. Donc, initialement, je pense que le problème, c'était que la plateforme était surtout en chinois, mais voilà, on m'a expliqué qu'ils étaient en train de mettre à jour le plus possible les informations pour qu'elles soient disponibles en anglais. Et donc, voilà, il y a de plus en plus moyen d'utiliser cette plateforme et de regarder les données en anglais. Voilà. Alors, je vais juste terminer. Attendez, je regarde s'il n'y avait pas… Oui, on avait fait le pôle 3. Ok, terminer avec une dernière slide. On n'a pas le temps de présenter tous les standards et les certifications, mais je voulais quand même vous mettre cette slide parce que je pense que c'est important de ne pas tout mélanger et de bien savoir de quoi on parle quand on regarde quelle certification. Alors, Ecotex, par exemple, peut-être que voilà, certains d'entre vous connaissent Ecotex Standard 100. Sachez que Ecotex, ce n'est pas juste un standard. Il y a d'autres certifications. Il y a, alors attention aux mots aussi, on peut dire standard ou certification. En tout cas, il existe différents Ecotex. Il y a le Ecotex Standard 100 qui est le plus connu et qui est celui qui est utilisé pour prouver qu'un textile est en conformité avec une liste de substances interdites. Donc, Ecotex Standard 100, ça vous permet de savoir que le produit ne contient pas de substances dangereuses d'après une liste voilà, à laquelle il faut faire référence. Attention, ça ne veut pas dire que ça équivaut à un audit environnemental PAS avec un bon résultat dans une usine. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais c'est quand même deux choses différentes. J'insiste là-dessus parce que moi, je me souviens quand j'allais en usine, il y avait des usines qui venaient me montrer leur certificat Ecotex Standard 100 et qui me disaient, bah voilà, vous voyez, sur le plan environnemental, on a cette certification, donc on n'utilise pas de substances dangereuses. Alors, attention, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, puisque cette certification, elle vaut pour une catégorie de produits. C'est pour une commande, enfin, je veux dire, voilà, un type de produit qui a été produit dans l'usine. Ce n'est pas représentatif de l'ensemble des lignes de production de cette usine. Voilà, c'est très important de le souligner. Et c'est vraiment sur le scope du tissu ou du produit fini. Alors après, Ecotex a aussi d'autres solutions, par exemple Step by Ecotex, le deuxième. Là, pour le coup, c'est équivalent à un audit environnemental. Donc ça, c'est pour effectivement évaluer la performance de l'usine. On n'est pas sur le produit, on est sur l'usine. Alors, STEP, d'ailleurs, ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi regarder toute la partie santé-sécurité, le social et la qualité. Donc, c'est vraiment très complet. C'est un audit voilà, à 360 degrés, je dirais, pour l'usine sur la santé, la sécurité, le social, l'environnement. Et effectivement, ça équivaut, entre autres, à un audit environnemental. Ensuite, vous avez Ecotex, EcoPassport. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pour un produit chimique. Donc ça, justement, typiquement, c'est en réponse à ZDHC, cette initiative qui travaille avec tous les acteurs de l'industrie, dont voilà, des sociétés comme Ecotex. Ils ont voilà, encouragé ces acteurs à se dire, est-ce que vous ne pourriez pas proposer des certifications pour les produits chimiques pour pouvoir dire, ben voilà, ce produit chimique est conforme à la MRSL de ZDHC. Donc, EcoPassport, c'est ça, c'est un certificat pour un produit chimique. Donc, vous voyez, on a vraiment des périmètres qui sont différents sur Ecotex. De même, voilà, j'insiste aussi sur GOTS parce que ça aussi, donc c'est très connu, mais attention,
GOTS, c'est une certification. Alors là, on est à 2 niveaux. C'est pour le produit fini. Donc effectivement, vous pouvez voir ça sur l'étiquette d'un produit dans un magasin. Donc ça veut dire que le produit est contient des fibres biologiques, par exemple du coton bio, hein, à au moins 70%. Donc ça, c'est d'une part pour le produit. Et effectivement, l'usine est aussi certifiée GOTS. Qu'est-ce que ça veut dire que l'usine est certifiée GOTS? Ça veut dire que l'usine a démontré qu'elle avait mis en place toutes les bonnes pratiques pour garantir que lors de la fabrication du produit à la fin labellisé GOTS, tout a été respecté pour qu'il n'y ait pas de contamination des fibres non OGM. C'est-à-dire qu'on veut être sûr que ces fibres ne vont pas être contaminées par des fibres qui ne soient pas organiques. Donc, c'est plus sur une ligne de production, à nouveau. Hein. GOTS, ça va être pour prouver que la ligne de prod dans l'usine qui a fait le produit GOTS, elle était en conformité avec les exigences de GOTS. Après, GOTS a aussi des exigences sur le social et l'environnemental. Mais attention, sur la base de mon expérience, c'est à nouveau très documentaire. Et je dirais quand même que voilà, la finalité de GOTS, c'est vraiment de s'intéresser aux produits et à l'origine des fibres. Je ne prendrai pas GOTS comme garantie que l'usine a une station d'épuration fonctionnelle. Voilà, pour vous dire un peu. Sur la partie dernier label dont je veux vous parler, c'est LEED. Très rapidement, hein, ça c'est un truc par exemple dont les usines au Bangladesh parlent beaucoup. Elles disent qu'elles sont LEED Platinum, LEED machin. Donc c'est une certification qui est intéressante pour le bâtiment et qui couvre le bâtiment de l'usine. Alors ça va couvrir aussi forcément les sujets énergie, eau. Voilà, mais c'est le bâtiment à nouveau. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus 100% du périmètre de l'audit environnemental. Voilà, donc c'était pour vous donner un aperçu sur ces différents sujets. N'hésitez pas à commencer à noter vos questions si vous en avez. Ce webinaire sera sur notre chaîne YouTube. On a aussi une page LinkedIn. Et j'en profite aussi pour vous dire… ah oui, non, ça sera après. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais continuer sur ma conclusion. Ça peut vous laisser un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions. OK. Alors, pour conclure hein, sur ce dernier webinaire, on a différentes solutions et outils qui existent pour différents besoins. Si vous voulez vous intéresser aux audits, vous pouvez regarder des initiatives connues hein, comme le HIG FIM ou BEPI, ou alors voilà, vous contactez les sociétés d'audit pour savoir ce qu'elles proposent. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire votre petite liste de critères qui va vous permettre de choisir la solution d'audit qui vous convient le mieux. Donc, moi, je vous ai proposé des critères. Maintenant, c'est évidemment à vous de voir lesquels sont pertinents pour votre entreprise, mais ça peut être des critères tels que à quel point le standard est connu et reconnu, est-ce que le questionnaire d'audit analyse suffisamment bien les chapitres critiques que sont le chemical management et les eaux usées, demander quel est le process pour qualifier les auditeurs, comment sont-ils formés, comment on vérifie qu'ils sont compétents. Ça peut être aussi évidemment des questions de budget, mais aussi des questions de plateforme pour faire le suivi et d'accompagnement après l'audit. Comment une société vous aide aussi à comprendre et analyser les résultats. Je pense que ça, c'est essentiel. Et d'ailleurs, je reviens sur les formations. Je pense que les formations, il y en a de plus en plus hein, qui sont proposées pour vous aider, vous et les usines, à vous sentir plus à l'aise avec le sujet environnemental. Donc voilà, il y a les formations présentielles, les formations en ligne. Et ça, donc, il y a plusieurs sociétés qui proposent ces formations. Nous, on propose, entre autres, des formations sur ces sujets pour vous aider à être plus à l'aise dans la relecture d'un rapport d'audit. Les organisations comme ZDHC, donc renommée Roadmap to Zero, et l'organisation chinoise IPE, ce sont des organisations finalement qui vous apportent beaucoup de données gratuites
en libre accès. Donc voilà, moi je pense aussi que quand on a un budget qui est peut-être réduit pour ces questions environnementales, c'est pas plus mal de savoir que ces organisations existent et qu'elles peuvent vous aider à avoir des informations très utiles sur les questions environnementales, en particulier les produits chimiques. Donc, vous pouvez consulter les sites de ces deux initiatives pour en savoir plus. Et puis, voilà, savoir que ce sont aussi des références, entre guillemets, qui sont utiles à connaître. Voilà. Et sur les certifications, donc soyez toujours très attentifs au périmètre des certifications. Posez-vous toujours la question, quel est le périmètre exact de cette certification? Est-ce que c'est pour mon produit fini? Est-ce que c'est pour mon usine? Est-ce que c'est pour ma matière première, pour l'origine des fibres? Voilà, vous avez vraiment des certifications qui sont sur différents périmètres et il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Si vous êtes et en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez vous intéresser à telle ou telle certification. Mais voilà, attention par exemple à ne pas vous dire cette usine est GOTS, donc elle coche toutes les cases de l'audit environnemental. De plus, la certification GOTS pour une usine, juste je précise, elle ne dure qu'1 an. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez des questions plus tard, vous pouvez toujours me contacter à mon email. J'en profite pour vous dire 2 choses. On a une plateforme de formation en ligne. Le lien est indiqué là. On vous l'enverra si vous ne pouvez pas cliquer, mais je pense que vous pouvez cliquer. Bon, en tout cas, on a une plateforme de formation en ligne. Pour l'instant, on a une formation sur les eaux usées dans le textile assez approfondie, avec entre autres tout un module sur comment évaluer une station d'épuration. Voilà. Pour l'instant, on a ça. On est en train de développer des nouveaux contenus de formation en ligne, pas que en anglais. D'ailleurs, on a aussi la formation en chinois sur les eaux usées. Mais on va bientôt avoir aussi des vidéos sur d'autres thématiques de l'audit environnemental en anglais et en chinois. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous allons avoir un autre webinar cette semaine pour parler de ce que nous mettons en place comme service d'accompagnement pour les usines qui vont réouvrir, pour qu'elles se préparent à mettre en place les bonnes pratiques de santé-sécurité par rapport au coronavirus. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous enregistrer à ce webinaire. Et en fait, on aura une formation en ligne sur le Covid-19. On aura une formation en ligne qui sera accessible sur notre plateforme. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire ou partager une question? Alors, j'espère que vous le voyez tous, vous avez un petit bouton Q&A. Donc, vous passiez votre souris sur la barre de Zoom et vous pouvez poser vos questions. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie. Merci à tous d'avoir participé à ce dernier webinaire. Ah, si, j'ai une question. Ah, ok. C'est gentil pour les gens qui ont suivi les 4 webinaires. Je suis très contente de voir qu'on a eu beaucoup de participants. C'était un plaisir pour moi de partager mon expérience. Et je suis sûre qu'il y aura d'autres webinaires qui suivront. Donc voilà, merci à tous vraiment d'avoir suivi cette série. Et je vous souhaite aussi bon courage pour la fin du confinement.